C'est parti. Bonjour à tous. Merci de votre présence pendant cette conférence que je vais animer avec Sébastien autour de l'entrepreneuriat, la reconversion, comment devenir son propre patron dans les services à la personne. Je vais commencer par une petite présentation des interlocuteurs. Sébastien, je te laisse te présenter. Donc je suis Sébastien Cogé, je dirige en fait le réseau APEF. C'est un réseau qui a 150 agences, 120 franchisés et sur toute la France. Le siège est basé à Moguio et on travaille essentiellement sur la partie des seniors plus de 50 ans. Et je suis Ouda Karaouli, directrice déléguée des Bienveillants, et on est un réseau spécialisé dans l'accompagnement à domicile de personnes dépendantes, donc personnes âgées et personnes en situation de handicap, en Île-de-France actuellement. Pendant cette conférence, qui va durer 1 heure, on va vous proposer un contenu en 5 parties. Au début, on va parler chiffres, donc l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle en France. Après, on va faire un focus sur la franchise, les atouts, les piliers de la franchise. On va faire un focus sur les services à la personne, les secteurs du service à la personne. Et après, on va passer sur un moment plus d'échange avec vous, donc une partie témoignage et bien sûr une partie questions-réponses. Avec Sébastien, on va essayer, donc vous l'avez remarqué, hein, on a des slides qu'on va vous présenter, mais on va essayer de passer assez rapidement sur les slides pour laisser le plus de temps possible aux questions-réponses et aux échanges avec vous. Donc l'entrepreneuriat en France, aujourd'hui en France, l'entrepreneuriat est une réelle tendance, un réel mouvement. Il y a 1 Français sur 4 aujourd'hui qui envisage de lancer sa propre entreprise. Ce n'est pas un choix par défaut parce que il y a plus de 30%, ou presque 30% de ces personnes-là qui voient en la création d'une entreprise l'opportunité de reprendre le contrôle sur leur vie. Donc, ce n'est pas un choix qui se fait par défaut. Et sur 2022, on a autour de 1 80 000 entreprises qui ont été créées. Et aujourd'hui, c'est une tendance de société. On a de plus en plus de femmes également qui se lancent dans l'entrepreneuriat et dans la création d'entreprises. Et de plus en plus de salariés qui choisissent du coup de se reconvertir en France. Super. Donc comme on le voit là, il y a 87% des salariés qui sont prêts à changer de métier. Alors c'est vrai qu'en France, la réputation en fait des entreprises et du salariat, c'est que c'est pas évident de changer de secteur. Donc la franchise, en fait, elle va répondre à plusieurs points. Le premier point, c'est que si vous avez envie de changer d'activité, vous pouvez complètement. Dans le réseau APEF, par exemple, nos franchisés, ils peuvent venir de plein de secteurs. L'hôtellerie, la restauration, les assurances, il y a des anciens directeurs financiers, il y a des anciennes infirmières. Chacun vient d'un secteur extrêmement différent. C'est le franchiseur qui va vous accompagner pour vous expliquer le secteur, les spécificités du secteur. Et vous viendrez avec vos propres compétences, votre propre histoire, et vous créerez votre entreprise au sein de la franchise. Donc il n'y a aucun souci pour changer d'activité, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui motive les personnes à se reconvertir, c'est souvent aussi quitter leur entreprise pour se rapprocher peut-être d'un secteur géographique qui les intéresse. Vous avez 55 ans, 50 ans, vous avez envie d'une nouvelle expérience et vous vous dites, moi ma retraite, j'habite Paris, ma retraite, j'ai envie de repartir en Bretagne, comme beaucoup de Bretons. Et bien, la franchise, c'est l'occasion pour vous de créer une entreprise là où vous avez des opportunités et qui vous correspondent. À partir du moment où vous connaissez le secteur, il n'y a aucune raison que vous n'y alliez pas. Donc, c'est aussi un vrai levier. Et c'est vrai aussi pour des jeunes qui sortent des études et qui nous disent, ben voilà, moi j'ai fait des études de commerce, peu importe, j'ai fait 1 ou 2 ans sur Paris, je veux repartir, j'ai du mal à trouver un boulot, j'ai envie de créer mon entreprise, la franchise là aussi va l'accompagner. Le service à la personne, il va répondre en fait à plusieurs des demandes qui sont souvent des facteurs de motivation quand on veut se reconvertir. Il y a la notion, je l'ai déjà dit, de proximité, c'est-à-dire que quand on repart dans l'entrepreneuriat, on a envie souvent de s'intégrer. En tout cas, les personnes qui viennent chez nous ne viennent pas par hasard. Et ils disent souvent qu'ils ont envie de s'intégrer et d'être utiles à leur tissu local.
quand vous ouvrez une agence de service à la personne, vous ouvrez une agence dans un centre-ville et vous allez à la fois créer des emplois, mais vous allez aussi vous rendre utile. Vous allez vous intégrer complètement au tissu économique. Et quand on prend les facteurs de motivation qui amènent le salarié à changer, à se reconvertir et à devenir chef d'entreprise, c'est sûr que le SAP répond à l'ensemble de ces demandes. Vous allez être utile, vous allez donner du sens aussi à votre carrière. Il y a beaucoup de candidats à la franchise qui nous disent que, quel que soit leur âge, qui nous donnent dans les notions de RSE, de vouloir avoir un rôle social, d'avoir un rôle sociétal, voire même, et dans les services à la personne, ça existe, un rôle dans la partie environnementale, sur les produits d'entretien qu'on veut utiliser. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on prend APEF, il y a 84 nationalités. On crée des emplois. On forme des personnes. Donc le rôle social, le rôle sociétal, il est évident. Ouda et moi, nous travaillons sur des personnes dépendantes, mais aussi sur des personnes qui ont envie de bien vieillir. C'est un sujet d'actualité permanent. Donc ouvrir sa franchise dans les SAP, c'est donner du sens à sa carrière, c'est s'impliquer et donner de toute façon, d'une façon générale, enfin de devenir en tout cas un acteur assez fort dans la société. Merci Sébastien d'avoir introduit le gros morceau de notre conférence d'aujourd'hui, à savoir la franchise. Donc aujourd'hui, il y a, comme on l'a dit, une vraie tendance vers l'entrepreneuriat. Il y a une vraie tendance des salariés qui veulent se reconvertir et ouvrir leur propre entreprise et porter leur propre projet. Mais généralement, il y a quand même pas mal de freins ou de croyances limitantes de ces personnes-là qui vont se dire si je me lance, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être capable de me lancer? Est-ce que je vais comprendre tout de suite le métier? Est-ce que je vais avoir les petites astuces, les techniques? Est-ce que je ne vais pas avoir des coûts cachés, etc. Il y a beaucoup de questions que les gens normaux se posent quand quand on se lance dans un projet. Et la franchise, c'est une proposition qui permet en fait de porter son propre projet et devenir chef d'entreprise tout en ayant la sécurité d'un franchiseur qui offre pas mal d'atouts qu'on va voir ensemble et qui permet de sécuriser en quelque sorte ce projet-là. Et c'est pas un hasard, là vous le voyez, il y a 9 franchisés sur 10 qui sont satisfaits de ce modèle et qui le recommandent, et 76% des franchisés qui étaient salariés avant de se lancer. Donc on ne naît pas chef d'entreprise, on le devient, on peut passer par une première partie de sa carrière en étant salarié ou indépendant, etc. Et puis basculer vers ce modèle de franchisé et chef d'entreprise. La franchise, quels sont les atouts de la franchise? Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment s'appuyer sur un franchiseur ou une tête de réseau qui a un modèle éprouvé, donc un savoir-faire d'une entreprise qui existe depuis des années, qui a testé des procédures, des manières de faire, des méthodes, qui sait ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner. Ça change tout quand on est un porteur de projet ou un projet qui démarre. On gagne ce temps où en fait on va tester des choses qui ne vont pas fonctionner tout de suite. Le franchiseur, il permet de donner la recette entre guillemets qui fonctionne. Être aussi indépendant ou autonome plutôt, parce que du coup on a le rôle de chef d'entreprise en tant que franchisé, mais on n'est pas tout seul. On a l'appui du franchiseur, mais on est au quotidien au sein d'un réseau, donc aussi bien d'autres franchisés que réseau en succursale. Donc on n'a pas en fait la solitude du chef d'entreprise. Il y a toute la partie accompagnement, donc l'atout de la franchise, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, on ne demande pas aux personnes qui sont intéressées par la franchise d'être experts dans les métiers d'accompagnement à domicile. C'est nous, en fait, en tant que franchiseurs, qui allons apporter cette expertise et cette connaissance via tout un parcours de formation et d'accompagnement qui va faire que, à la fin, à l'ouverture de votre projet, vous avez le bagage qu'il faut pour répondre aux besoins et faire réussir votre projet. Alors, bon, vous les connaissez, je pense, si vous êtes là, c'est les 3 piliers de la franchise. Quand vous vous engagez avec un franchiseur, les 3 points qui sont essentiels, c'est la marque,
À partir du moment où vous signez avec une franchise, ça veut dire que vous allez exploiter votre activité sous une marque nationale. La deuxième chose, c'est un savoir-faire éprouvé. Et le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous rentrez dans une franchise, appliquez les conseils de votre franchiseur. Si vous avez choisi une franchise, c'est que vous avez choisi un modèle qui fonctionne. À partir de là, au démarrage, pendant 1 an, pendant 2 ans, vous appliquez, vous appliquez. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner parce qu'on vous vend, en tant que franchiseur, un modèle. Et ce modèle, il vous apportera un patrimoine, un résultat. Et le troisième point, c'est l'accompagnement. Vous n'êtes pas seul. Alors, vous n'êtes pas seul avant tout parce qu'il y a un réseau, que vous avez des collègues qui, comme vous, sont franchisés. Vous allez pouvoir vous appeler les uns avec les autres. La solitude du chef d'entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais au-delà de ça, vous avez évidemment votre franchiseur qui va vous suivre pendant toutes les étapes de votre développement, soit par les formations, soit par les visites avec votre responsable régional. Il y a plein de moments de rencontre et de moments d'accompagnement, et ça, c'est essentiel. Alors, ces 3 points qui vont être des points qui vont vous permettre de choisir votre franchiseur. Là aussi, je vais vous donner un conseil. Si vous avez envie d'entreprendre, évidemment, renseignez-vous auprès du franchiseur, mais ce n'est pas suffisant. À un moment, ce qui va être intéressant, c'est de croiser les convictions. Rencontrer le franchiseur qui vous explique son concept, sa marque. Rencontrer des franchisés. C'est important de rencontrer des franchisés et de voir aussi quel est leur prisme, quel est leur regard. Allez au siège du franchiseur. Faites le tour des équipes pour savoir avec qui vous vous engagez. Rentrez dans un projet professionnel, quel qu'il soit, à partir du moment où vous êtes chef d'entreprise, c'est un projet à la fois professionnel et à la fois personnel. Vous engagez vos biens, vous engagez vos tripes, vous engagez votre famille et vous engagez dans une voie professionnelle. Donc c'est extrêmement important de faire le tour de plusieurs franchises et d'aller au bout de votre réflexion par des témoignages de diverses personnes. Alors, concernant la relation win-win, c'est juste la slide après. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est quand on est franchiseur, l'intérêt pour nous, c'est que vous fonctionniez, c'est que vous gagnez de l'argent. Le concept de la franchise n'est pas de signer une franchise pour signer une franchise, on prend les droits d'entrée et ça s'arrête. Ça n'aurait aucun intérêt pour nous, franchiseurs. On va se dire les choses. Pourquoi? Parce que si au début, vous arrivez, vous ne connaissez pas le métier, vous allez avoir un développement tout en douceur et petit à petit, vous allez commencer à gagner de l'argent. Et plus vous allez faire de chiffre d'affaires, plus votre franchiseur, par sa redevance, va gagner de l'argent. Les moments où le franchiseur va le plus investir, c'est votre démarrage, c'est vos 4-5 premières années. Donc, on n'a pas du tout intérêt, ni vous, ni nous, à ce que ça ne fonctionne pas. C'est du gagnant-gagnant. On croit en vous. On se choisit, franchiseur, franchisé, on vous accompagne dans votre développement et c'est au bout de quelques années, quand vous commencez à gagner de l'argent, que nous aussi, on va en récupérer. Donc c'est un partenariat, vraiment un partenariat sur du moyen terme. Alors, on le disait tout à l'heure, on peut venir de n'importe quel secteur, mais je vais aller même plus loin, c'est peu importe votre âge, vraiment. On a des profils de jeunes diplômés, on a des profils de 20-30 ans, mais on a aussi des profils qui sont des personnes qui ont plus de 50 ans, 55 ans, qui projettent déjà, qui ont toujours rêvé de créer leur entreprise et qui se disent à un moment, je me lance. Mais c'est dur de se lancer dans l'entrepreneuriat, ils ont envie d'être accompagnés, le franchiseur est là. Et donc, pour le franchiseur, c'est souvent quelque chose d'intéressant parce que vous arrivez avec un background, vous arrivez avec des connaissances. Bien sûr, vous n'avez pas toutes les connaissances pour tenir une entreprise, mais vous en possédez par votre expérience un certain nombre. Et donc, nous, derrière, on va vous accompagner là. Je rajouterai juste une chose, d'ailleurs, qui peut être aussi une réflexion, c'est que le franchiseur, il vous accompagne à l'ouverture, dans votre développement, mais notre conception, c'est aussi qu'il vous accompagne lorsque vous arrêtez. C'est-à-dire, à un moment, vous allez peut-être vous dire, moi, ça y est, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 7 ans, j'ai fait un contrat de franchise, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie d'un autre projet, j'ai envie de partir à la retraite, j'ai envie de vendre, peu importe. Et là, le franchiseur peut se positionner. C'est intéressant d'avoir un franchiseur qui a aussi des succursales parce qu'il peut reprendre votre agence. Il peut racheter votre agence. Et ça, c'est intéressant de poser la question au franchiseur au départ. Qu'est-ce qui se passe à la fin de mon contrat? Par exemple, nous, on travaille dans le groupe WeCare. On a APEF, on a Les Bienveillants, on a O2, on a France Présence. Donc, à la fin de la période du contrat, on peut se positionner avec le franchisé pour lui racheter sa boîte. Ou si, pour X raison, on ne souhaite pas lui racheter sa boîte, elle peut être rachetée par une autre enseigne.
troisième possibilité, au même titre qu'on va rechercher des franchisés pour développer un projet, on recherche aussi des franchisés pour racheter des franchisés. Donc en fait, l'idée, pour nous, c'est de perpétuer notre concept, de perpétuer notre réseau, et donc de vous accompagner autant au démarrage qu'au développement, que vers la sortie. Alors, quelles sont on ne va pas tous se les nommer, les motivations pour entreprendre, vous avez bien compris l'essentiel, mais je dirais que la première motivation, quand vous vous lancez, même si vous voulez aller dans les SAP, donc les services à la personne, donc si vous y allez, c'est que vous avez un cœur gros comme ça, vous avez envie d'être utile, vous avez envie de servir, tout ça c'est vrai, mais si c'est que ça, soyez salarié. Franchement, ce sera plus confort. Si vous souhaitez entreprendre dans la franchise et dans les SAP, c'est que vous avez envie de gagner de l'argent, et c'est pas tabou. C'est pas parce qu'on est dans les SAP que c'est quelque chose de tabou. Vous créez votre entreprise, ça veut dire que vous développez un patrimoine que vous revendrez, un patrimoine que vous céderez à vos enfants, peu importe. Mais avant tout, vous devez être rentable. De toute façon, si vous le faites pour créer des emplois, si vous le faites pour servir des clients et que derrière vous vous cassez la figure parce que vous n'êtes pas rentable, vous devrez vous séparer de vos salariés et vous ne pourrez plus servir vos clients. Donc on sera dans l'échec de A à Z. Donc ce n'est pas tabou, vous êtes chef d'entreprise, vous devez gagner de l'argent. Donc ça c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est un projet qui va impliquer votre famille. Alors ce n'est pas marqué là, mais dites-vous bien que si vous vous lancez dans la franchise, un des points d'attention à avoir, c'est soyez entourés. Ne partez pas bille en tête si votre conjoint, votre conjointe n'est pas en phase avec vous, si votre famille ne vous soutient pas. Parce que quand vous allez rentrer le soir un peu stressé parce que vous avez engagé la famille dans un projet financier et que derrière il y a de la tension et que vous n'êtes pas soutenu, ça va être dur. Donc en fait, c'est un projet familial. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est un projet professionnel et un projet personnel. Donc c'est vraiment important d'intégrer ça. Donner du sens, j'en ai parlé. Alors la vie personnelle, évidemment, une des motivations quand on est salarié, c'est de dire je vais organiser ma vie personnelle. Mais vous ne trompez pas. Quand vous êtes chef d'entreprise, les premières années, la part vie personnelle, vie professionnelle, elle est assez déséquilibrée. Par contre, c'est vous qui l'organisez. Mais intégrez-le. On ne vend pas du rêve quand on est chef d'entreprise. Et d'ailleurs, souvent, ce que je dis, c'est un des cas d'échec. Alors, on va le tourner positivement en disant un des facteurs de succès, c'est l'humilité. Que vous ayez été contrôleur de gestion, directeur financier, directeur marketing d'une grosse boîte, vous arrivez, vous ouvrez votre franchise, les galons, on s'en moque, on ne s'achète pas un métier. C'est-à-dire que vous partez, vous enfilez les baskets et vous allez aller serrer des mains, vous allez aller faire de la promotion, mais vous repartez à zéro. Tout ce que vous avez appris va vous être utile. Mais au départ, quel que soit votre parcours, l'humilité va être essentielle. Donc il va falloir que dans toute votre expérience que vous avez développée, parce qu'un chef d'entreprise, il est un peu couteau suisse, j'aime pas cette expression, mais elle veut tout dire. C'est-à-dire que quand on est dans les SAP, comme dans n'importe quel chef d'entreprise, il faut des qualités d'organisation, il faut des qualités managériales, il faut des qualités commerciales. Ça paraît extrêmement important, mais c'est bien qu'on se le dise. Après, vous n'arriverez pas avec toutes les compétences. Et c'est là où le franchiseur va vous aider. Mais il faut bien avoir conscience que ça va être des axes de travail. L'avantage, c'est comme toute création d'entreprise, vous partez d'un bébé qui va grossir, donc vous apprendrez aussi. Le management, au début, vous aurez 2, 3, 4, 5, et ça, vous allez grossir. Et donc, plus vous allez grossir, plus vous allez développer ces compétences. La gestion, ça va être pareil. Il n'y a rien d'insurmontable, vraiment rien. Vous avez votre franchiseur, vous avez le réseau, tout le monde va vous accompagner. Mais ça va se faire par étapes. Par contre, vous allez devoir être pluridisciplinaire. Et dans la création d'entreprise, vous ne pouvez pas vous dire « je vais recruter tout de suite quelqu'un parce que moi, les RH, j'y connais rien ». Non, il faut avoir une base dans tout. Une base dans tout. Après, on s'entoure. Là où on sait qu'on a des axes de progrès, on s'entoure. Comme ça compense un peu. Mais il faut vraiment avoir ça dans la tête. Je crois que c'est tout sur ces messages-là. On va faire un focus maintenant sur le marché des services à la personne. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on est au salon des services à la personne et on parle plus spécifiquement de la franchise dans les services à la personne. C'est un secteur où il y a beaucoup de belles opportunités. C'est un secteur qui est en mouvement. On parle sur les différents aspects de ce secteur. Il y a un vrai besoin.
sur l'accompagnement des personnes dépendantes, donc personnes âgées, personnes en situation de handicap, mais pas que, parce qu'il y a les services à la personne pour les jeunes actifs, il y a le jardinage, etc. Donc en fait, l'éventail des services est vraiment énorme. Il y a des avantages qui arrivent aussi sur ce secteur. On a vu l'avance immédiate ou l'immédiateté du crédit d'impôt qui s'est mis en place à partir de l'année dernière. Ça, c'est un frein qui a été levé parce que finalement, ce que le client final sort de sa poche est divisé par deux. Donc, ça facilite l'accès à ces services. Si on fait un focus sur les personnes âgées, je pense que tout le monde dans la salle aujourd'hui est conscient qu'il y a une évolution de notre société, l'évolution démographique qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. D'ici 2050, il y aura une personne sur 3 qui aura plus de 60 ans. Et ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées à domicile, besoin et envie, parce que je pense que personne dans la salle a raté les scandales qu'il y a eu dernièrement dans les résidences, etc. Donc il y a une réelle envie aujourd'hui de rester à domicile. Plus de 85% des personnes âgées de plus de 50 ans souhaitent vieillir et finir leur jour paisiblement à domicile. Donc il y a une réelle opportunité également business sur ça. Dans cette slide, on n'en parle pas, mais il y a aussi toute la partie dépendance qui est en lien avec le handicap, donc personnes handicapées, adultes et enfants. Ça, c'est les enfants, c'est une cible que très peu d'acteurs dans ce secteur proposent en fait des services. Et puis, c'est quand même intéressant de savoir que c'est un secteur à 50 milliards d'euros en 2020. Donc, juste pour reprendre ce que disait Sébastien tout à l'heure, bien sûr, dans ce secteur, il faut avoir des valeurs personnelles, une sensibilité personnelle, etc., qui permet de travailler dans ce secteur-là. Mais c'est un secteur qui est très intéressant pour un chef d'entreprise qui souhaite avoir un business rentable. C'est un secteur qui est en croissance. Aujourd'hui, le besoin qui existe déjà est énorme et il va l'être de plus en plus dans les années à venir. Je parlais tout à l'heure des actifs ou d'autres personnes, à part les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Mais là, on voit que 35% des personnes qui ont plus de 25 ans vont recourir ou estiment avoir besoin de services à la personne. Donc en fait, il y a aussi cette cible-là de la population qui peut être intéressante. On a plus de la moitié de la population qui fait déjà appel au service à la personne. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a cette cible de personnes âgées qui souhaitent vieillir à domicile. Et là, on n'est pas dans des services de confort ou de luxe ou en plus. On est réellement sur des besoins et des actes essentiels de la vie quotidienne. Donc, c'est ce qui va faire, nous, une agence Les Bienveillants, une agence APEF, les personnes qui travaillent pour ces agences, c'est ce qui va faire que la personne, elle peut continuer à rester à son domicile et garder ses habitudes de vie. Il y a aussi le cadre fiscal et réglementaire dans ce secteur. Vous le savez peut-être, mais dans ce secteur, il y a bien sûr un cadre réglementaire qui est en évolution permanente et surtout quand il s'agit de publics considérés comme fragiles, donc les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. C'est un cadre qui permet en fait de sécuriser entre guillemets ce public et qui permet à nous, professionnels, de nous donner également un référentiel, on va dire, d'exigences à suivre. Je l'ai dit, il y a les 50% de crédit d'impôt. Il y a la TVA à taux réduit pour les interventions ou les prestations essentielles. Et puis, il y a les aides de l'État pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Donc ça aussi, en plus de l'abattement fiscal, ça fait quand même partie des choses qui lèvent des freins à l'accès aux services à la personne.
Et il y a les abattements sur les cotisations. Par exemple, nous, chez les bienveillants, on est spécialisé en mode mandataire. Donc, ce sont les particuliers, donc les personnes accompagnées qui vont être particuliers employeurs de leurs auxiliaires de vie. Et ces personnes-là vont bénéficier d'abattements sur leurs cotisations sociales et donc payer moins, en fin de compte, pour avoir accès aux services d'aide à domicile. On va passer à la partie de témoignage et on va commencer par Eve Lux, que j'appelle avec nous. Donc Eve Lux, qui est la première franchisée Les Bienveillants. Bonjour à tous. Ah. Non, je ne parlerai, je vais parler aussi. Tu peux... Allô. Ah, ouais. Bonjour à tous. C'est mieux. Eve, est-ce que tu peux commencer par te présenter déjà et nous présenter ton parcours professionnel? Avec plaisir. D'abord, vous dire que je suis super ravie d'être là. Et en plus, je me la pète grave parce que j'ai des belles chaussures avec marqué Les Bienveillants. Rien que pour ça, j'ai bien fait de venir. Plus sérieusement, c'est une conférence importante pour moi parce que je pense qu'elle doit être importante pour vous. Parce qu'il y a pile un an, je vais commencer par là, pardon pour le... Mais il y a pile un an, moi j'étais dans ce salon comme vous et je me posais, comme vous madame, puisqu'on a échangé, et je me posais la question de me dire bon, oui j'y vais pas, etc. Et puis un an après, j'ai les belles chaussures et j'ai démarré mon activité en effet en prenant une franchise Les Bienveillants. Alors mon parcours, je vais vraiment être absolument pas original parce que c'est exactement ce que vous avez vu sur les slides. C'est-à-dire que moi je travaillais chez un grand opérateur. J'étais au chaud, j'avais un très bon salaire, j'étais directrice des partenariats, ça allait très bien. Mon patron, c'était le directeur général, donc j'étais au cœur du réacteur. C'était top. Là, il y avait de la belle moquette, du marbre, voilà, c'était vraiment parfait, quoi. Et puis, je sais pas, c'est peut-être l'effet quinca ou j'en sais rien. Et puis, à un moment, on se dit, ok, est-ce que je continue à aller chercher de l'EBITDA et à cracher du pognon, ou est-ce que pour la fin de carrière, j'ai pas envie de faire un truc qui, voilà, peut-être pas sauver le monde, ou alors avec une petite cuillère, mais enfin au moins changer quelque chose et faire du bien et voilà, et réunir deux mondes qui était le monde personnel où j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé donner, etc. Et puis le monde vraiment business pur, parce que là je rejoins complètement faire de l'argent, c'est pas honteux. Moi j'ai toujours été dans le business, donc forcément étant tombée dedans quand j'étais petite, il fallait que ça soit une entreprise profitable, quoi. Et donc mon parcours, je me suis dit bon ok, si tu montes quelque chose, autant te mettre tout bien d'équerre, avoir toutes les compétences qu'il faut. Et donc j'ai fait un master dirigeant et comme sujet de mémoire, j'ai choisi la performance sociale au service de la performance économique. En clair, comment faire du pognon tout en aimant les gens et en donnant de l'amour, quoi. Et moi j'étais convaincue que c'était possible. Et puis, ne sachant pas trop avec qui, comment, puis il y a des très bons acteurs. Hein. Alors, dans le groupe Wicker, il y a de très bons acteurs, puis il y a aussi Petit-Fils, qui est un très bel acteur. Enfin, il y avait beaucoup de monde. Et puis un jour, je passe là, il y a pile un an, et puis je vois un gars sympathique avec un t-shirt blanc avec marqué, voilà, ce qui a marqué sur mes chaussures, Les Bienveillants. Et là, je dis sympa, ça, et puis je commence à discuter. Et puis en fait, vous vous rendez compte que choisir une franchise, c'est pas choisir juste une marque pour faire de l'argent, c'est pas, voilà, je reprends Petit-Fils, ils ont 250 franchises, c'est une très belle réussite, etc. C'est pas ça qu'on achète en fait, surtout pas dans le service à la personne. C'est vraiment une équipe, des gens qui, tout à coup, ça fit, et ça peut pas fitter avec tout le monde, c'est sûr, mais moi j'ai croisé Ouda, j'ai croisé ce monsieur avec le Charles Doman, et en discutant, j'ai dit, mais super, vous avez une ambiance de dingue, vous êtes sérieux sans vous prendre au sérieux, vous avez envie de donner, et à la fois, vous allez me donner les clés pour faire de l'argent. Mazal Tov, extraordinaire, alléluia, j'achète. Et donc j'ai dit, ok, je pars avec vous. Et après, en effet, c'est après que ça vient. Et là, vous vous retrouvez à 3h du matin dans votre lit, et vous faites, oh putain. Parce que là, vous êtes comme ça. Parce qu'en effet, vous aviez du confort, tout allait bien, vous avez une famille, tout ça, super. Mais là, ça commence à devenir sérieux. Et donc là, vous avez la main qui tremble au moment de signer votre contrat en vous disant, bon, j'engage quand même pas mal de... Voilà, j'engage mes fonds, il va falloir que je recrute. Recruter, quand on recrute à crédit, on commence à avoir peur en disant, oui, mais si demain, je peux plus payer les salaires, comment ça se passe? Enfin bon. Et là, c'est là que choisir son partenaire, choisir le bon partenaire, c'est là que ça a vraiment, vraiment du sens. Parce qu'eux, ils sont là pour ça. Parce que c'est des professionnels dans le groupe Wicker. C'est le leader des services à la personne. Donc, il y a 10 structures qui font que du service à la personne. Donc, inévitablement, ils en ont connu d'autres, des petits bisous comme moi. Voilà. Et donc là, ils vous apaisent, ils vous expliquent, ils vous montrent.
Et vous vous dites, mais oui, pourquoi les autres et pourquoi pas moi et pourquoi j'y arriverai pas et pourquoi voilà, parce qu'en fait c'est noir sur blanc. C'est si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça et si tu fais ça, eh ben tu vas voir ça va marcher. Alors c'est sûr, vous pouvez me dire, ça se trouve dans un an on se voit et je pleure, je suis sous le Prozac et j'ai déposé, mais franchement ça fait depuis septembre que j'ai ouvert. C'est un vrai pied et d'être chef d'entreprise. Que voilà, toute ma vie, moi j'avais dit chef d'entreprise, jamais, j'ai pas les cocognettes pour le faire, je pourrai jamais. Et en fait là, vous vous rendez compte que vous devenez entrepreneur sans même vous en rendre compte et que c'est facile et que c'est simple. Alors pas facile dans les cas de conscience, pas facile dans le questionnement, pas facile dans les heures de sommeil, mais facile parce qu'à partir du moment où c'est votre entreprise, ça a été dit, c'est votre bébé quoi. C'est vraiment votre bébé. Et là tout à coup, voilà, vous avez un troisième enfant et vous dites celui-là, je vais le faire grandir comme les autres et je vais mettre toute mon énergie. Et le franchiseur, la relation que vous avez avec votre... quelle que soit la franchise que vous prenez, privilégiez vraiment cette relation avec le franchiseur. Parce qu'il vous faut une belle équipe, une équipe qui va dans le même sens que vous, en fait. Voilà. Tu as partiellement, du coup, répondu aux questions que j'allais te poser. Pourquoi avoir choisi d'entreprendre maintenant? Et pourquoi avoir choisi les bienveillants? Alors, et la franchise? Pourquoi maintenant? Pour le sens, vraiment. Moi, dans mon activité, je veux entretenir et garder et donner la vie. Voilà. Alors, vous allez me dire, super, appelle-moi Dieu, ça ira. C'est vraiment avec toute une grande humilité. C'est-à-dire que je considère que, vous voyez, quand on se voit là, on se voit tous, on se croise dans les couloirs, et là, vous allez me dire, t'es qui? Moi, je suis machin, je fais tel job, je fais tel... voilà. Quand vous êtes âgé ou quand vous êtes en situation de handicap, on ne dit pas t'es qui? On dit donc toi tu es une personne âgée ou toi tu es une personne en situation de handicap. Et derrière il y a une vie. Il y a une vie passée, il y a des responsabilités, il y a des il y a peut-être la personne qui a 85 ans, un jour elle portait les mêmes chaussures mais non, on voit une personne âgée en fait. Ça c'est de l'agisme. Et en fait, on se rend même pas compte. Et moi, je veux m'intéresser à la personne âgée, je veux m'intéresser à la personne en situation de handicap, etc. Donc c'est pour ça que pour le choix du secteur, c'était vraiment ça. C'était vraiment entretenir la vie. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que je me suis dit, vas-y, saute. On y va parce qu'en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut y aller et on se rend compte que c'est possible. Alors vous oubliez par contre, tranquille, les horaires, 9h, 18h, si jamais vous êtes là-dessus, ça bouleverse un petit peu parce que là ça bosse quand même beaucoup. Et puis pourquoi les bienveillants? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est vraiment l'équipe, c'est essentiel. Ça vraiment. Alors moi je suis une toute petite affective, ça se sent pas du tout, j'en ai conscience, mais et moi j'ai besoin en effet d'avoir cette relation avec le franchiseur, mais au-delà de la relation affective, il y a la relation de business, c'est-à-dire qu'ils savent, ils ont un vrai savoir-faire. Ils savent, et je reviens, pourtant Dieu sait si on a tous le backup, on se dit attends, mais t'as vu la carrière que j'ai, ça va, je sais plein de trucs et tout. Non, surtout pas. C'est que tout ça, ça va nous être utile en effet, mais ce qu'il faut absolument, c'est écouter, parce que nous, on sait rien. Puis moi, le médico-social, le SAP, j'y connais rien, mais même si on y connaît, il faut vraiment adopter la marche à suivre, parce que c'est hyper sécurisant et hyper rassurant en fait. J'ai répondu? Merci beaucoup, Eve, c'est parfait. Ouais, c'est génial, mais c'est vrai que quand vous allez choisir votre franchisé, le franchiseur et le franchisé se choisissent. Ils se choisissent. Vous n'allez pas à un entretien de recrutement. C'est vous aussi qui choisissez. Est-ce que les valeurs, est-ce que le mode de fonctionnement, tout ça, ça vous correspond? C'est important. Je rajouterai juste une chose qui est pour moi importante, on l'a un peu abordé, c'est il y a beaucoup de femmes ici. Je veux dire, historiquement, on a surtout des entrepreneurs hommes, mais on a de plus en plus de femmes et les femmes réussissent au moins aussi bien. Donc, mesdames, l'entrepreneuriat même mieux. Mais oui, j'ai aucun souci avec ça. Mais mesdames, l'entrepreneuriat, lâchez-vous. Qui plus est, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de prêts d'honneur pour des femmes qui entreprennent. Et donc, il y a aussi des opportunités de financement que n'ont pas les hommes. Mais bon, c'est une revanche. Mais en tout cas, mesdames, lâchez-vous parce qu'on a des magnifiques réussites et il est temps. Fais gaffe, quand tu dis à une femme lâchez-vous, ça peut aller très très loin. Fais gaffe. C'est pas très tendance ça en ce moment. Mais par contre, je rajoute juste un truc, c'est que parmi vous tous, nous, on est au stand, donc les bienveillants, vous l'aurez compris. On est juste là, pile comme ça. Si jamais l'un ou l'une d'entre vous se pose des questions et veut un peu plus rentrer dans le détail ou, je sais pas, sur par exemple le financement, comment on finance, comment se faire accompagner peut-être par Pôle emploi ou pas, quelles que soient vos questions,
Moi, je suis là-bas avec plaisir pour échanger et parce que si je peux juste mettre une petite pierre à l'édifice d'une personne qui va se lancer et que dans un an on se retrouve là et qu'il me paye un coup à boire, oui, parce que il me paye un coup à boire en me disant c'est super, merci parce que voilà de ce jour-là, j'ai connu une nouvelle vie, je serais heureuse. Super. Ouais, juste avant le temps d'échange, un petit point sur la fidélisation. Il y avait une question qui était mais comment fidéliser les franchisés? Parce que c'est vrai que quand on est franchiseur, c'est bien de signer, c'est bien d'accompagner, mais à un moment, si le franchisé peut renouveler, c'est quand même une bonne chose. Pour une raison simple, hein, parce que si moi, je me lance et que je suis avec tous mes franchisés et qu'au bout d'un moment, je les emmène dans un projet, vers un cap, vers une vision, et qu'au bout d'un moment, je me retourne et il n'y a plus personne parce qu'il n'y a personne qui renouvelle, j'aurais l'air malin, je mourrais avec mes convictions. Donc ce qui m'amène au premier point, qui est les instances de dialogue, l'échange. Je pense que le rôle du franchiseur, c'est d'emmener ses franchisés, mais de co-construire son réseau. Ça, c'est une vraie conviction. Donc à la PEF, par exemple, on a mis en place des instances de dialogue. On a la commission franchise, la commission qualité, la commission marketing, communication. Et en fait, ce sont des commissions avec quelquefois des franchisés élus, quelquefois des franchisés qui sont volontaires, ce qui nous amène en permanence à échanger. On a même mis en place une notion de vote, c'est-à-dire que si on prend une orientation assez forte au niveau de la stratégie, on veut qu'il y ait au moins 75% des franchisés qui soient d'accord, sinon on n'y va pas. Donc la notion de co-construction, elle est extrêmement importante pour fidéliser. Ça, c'est une conviction. La deuxième chose qui est importante, c'est que vous êtes... Alors je sais que souvent, on n'aime pas dire que les franchisés sont des clients. Vous êtes avant tout des partenaires, mais vous êtes aussi des clients. Vous avez payé pour un service. Vous payez une redevance parce que vous avez des attentes. On est dans le service à la personne. C'est un secteur qui est extrêmement réglementé. Vous attendez de nous une veille juridique, des points d'attention, qu'on vous alerte. Il y a une évolution dans le droit du travail sur les congés payés, les congés maladie. Vous avez dû en entendre un petit peu parler sur les arrêts maladie. C'est à nous d'alerter l'ensemble de nos franchisés, d'évaluer, d'accompagner. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la notion du service est très très importante, c'est-à-dire que le rôle du franchiseur, c'est d'animer les services. Alors, essentiellement, ce qui reviennent le plus souvent, c'est le droit du travail, le droit social. 80% des questions, c'est le droit social et l'informatique. L'utilisation de l'outil informatique. Et puis les questions du quotidien. J'ai un problème avec ma salariée, je dois recruter, c'est quoi la période d'essai? Et c'est des questions récurrentes. Mais globalement, je vais dire, c'est tout le service. Vous êtes des clients, on doit vous accompagner, quelle que soit votre question. Et si on n'a pas la réponse, parce qu'on ne va jamais faire d'ingérence, on ne va pas répondre pour vous. Si vous me dites, tiens, je ne sais pas quoi faire avec mon salarié, ce n'est pas nous qui allons vous le dire. Par contre, on va vous dire, tu as deux possibilités, voilà le risque de l'un, voilà le risque de l'autre. Et c'est vous, chef d'entreprise, qui prenez la question. Enfin, donc, quand on retient des instances de dialogue, de la co-construction, et l'autre chose pour fidéliser, c'est le service et l'accompagnement en permanence. Et après, on aura plein de rencontres tout au long de votre parcours. Je crois que c'est les deux axes. Donc, si je vous dis ça, c'est questionner vos franchiseurs. Encore une fois, j'adorerais, hein, là vous sortez, vous dites, ouais, super, Sébastien, génial, la PEF, je signe. Je serais le premier à vous dire, allez voir les bienveillants, allez voir Petit-Fils, allez voir Axéo, allez voir les concurrents, allez voir tout le monde. Parce que, encore une fois, c'est un projet assez fort et il faut que vous vous reconnaissiez dans le franchisé. Il faut que ça matche, quoi. Voilà, je pense qu'on va laisser maintenant la parole aux questions. En fait, on va vous laisser poser les questions et on répondra. Allô, allô. Mesdames et messieurs, nous allons passer aux questions. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser, s'il vous plaît? Vous inquiétez pas, c'est enregistré, ça sortira pas du web. Bonjour. J'aurais voulu savoir, par rapport au crédit d'impôt, vous en parliez tout à l'heure. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Vous parliez du crédit d'impôt tout à l'heure et j'aurais voulu savoir quels ont été les impacts sur le coût moyen des dépenses avant la question des crédits d'impôt. Alors, le crédit d'impôt, aujourd'hui, le crédit d'impôt, ça veut dire que vous êtes client, au lieu de payer, je dis n'importe quoi, 25 € de l'heure,
vous payez 25 euros de l'heure et avant, vous étiez remboursé à la fin de l'année de 12,50 euros. Aujourd'hui, en fait, pour tout ce qui n'est pas financé, et alors si vous n'êtes pas, je vais parler un peu technique, mais s'il n'y a pas des financements APA, PCH ou des aides pour la garde d'enfants, c'est un crédit immédiat. C'est-à-dire que le client paye directement les 12,50 euros, il ne paye plus les 25 euros. Donc, ça n'a pas d'impact sur le coût, ça n'a pas d'impact sur la marge plus que ça. Ça a un impact juste sur donner accès plus facilement à des clients qui n'ont plus à avancer une somme qui peut être un peu forte jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc ça a eu un impact plutôt pour l'accroche. Alors après, on est un peu, nous, on se rend compte qu'on a un travail, entendons-nous, hein, d'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas le crédit d'impôt. Certaines personnes nous disent, mais moi, je ne paye pas d'impôt. Mais c'est pas ça, c'est que vous êtes remboursé, c'est du crédit d'impôt. Donc on a besoin, c'est-à-dire que en fait, même si vous ne payez pas d'impôt, à partir du moment où vous prenez une aide ménagère, que ça vous coûte 20 euros, ben vous ne paierez que 10 euros. Que vous payez des impôts ou pas. Mais dans le grand public ne connaît pas cette mesure, ou très très peu. Ne se rend pas compte en fait de l'impact. Donc nous, en fait, on a un rôle important d'éducation autour de ça. Absolument, je partage et je pense que en fait, le dispositif il est relativement récent. Donc on n'a pas assez de recul ou d'années d'expérience pour dire que voilà, on évalue tel impact, etc. Mais je pense qu'il y aura un impact d'une manière ou d'une autre. Plus le dispositif va être connu, plus les personnes du coup vont oser demander des services à la personne. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'un de nos combats, alors au niveau du groupe WeCare, mais d'une façon générale dans les SAP, c'est la lutte contre le travail au noir. Et que le crédit d'impôt permet d'avoir des heures où on ne paye que la moitié. Alors attention, alors, je vais faire une petite parenthèse. Il faut savoir que le groupe WeCare, on reverse 5% de nos bénéfices en fait, à un fonds de solidarité qui lutte contre la violence faite à l'encontre des femmes. C'est lié au travail au noir. Il y a un lien qui est direct. Alors j'en profite, ça n'a rien à voir, mais juste pour vous dire, on a tous autour de nous à un moment ou un autre quelqu'un qui paye au noir des heures de ménage et quand on lui dit bah, fais pas ça, il nous dit ah bah oui, s'il y a un accident, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est qu'aujourd'hui, dans la réalité, une femme qui doit quitter son conjoint parce qu'elle est maltraitée, la première difficulté qu'elle aura, c'est de montrer des fiches de paye. La deuxième difficulté qu'elle aura, si elle a un enfant, c'est d'avoir une mutuelle. Donc faire travailler des gens au noir, c'est ne pas donner, en tout cas des femmes, c'est de ne pas leur donner la possibilité d'avoir une certaine autonomie. Et contrairement à ce que les gens pensent quand ils disent « oui, mais moi je le paye mieux parce que je paye au noir », vous pouvez leur dire « mais vous payez le transport, vous payez le temps de trajet, vous remboursez les kilomètres, vous leur donnez 5 semaines de congés payés ». Donc je trouve que c'est une forme de manipulation aujourd'hui qui est c'est une lutte pour nous, mais qui dépasse le côté concurrence déloyale. C'est quand on est impliqué dans notre métier comme on l'est aujourd'hui, ça nous prend les tripes quand on parle du travail au noir. Voilà, c'était une petite parenthèse. Oui. Bonjour, moi je rebondis sur la même question, crédit impôt. Justement, il y a une méconnaissance par rapport à ça. Moi, je suis entrepreneur et je fais des gardes d'enfants et j'ai l'agrément qui fait bénéficier les clients de 50% de crédit impôt. Mais j'arrive pas à expliquer aux gens qu'ils auront cet avantage. Et ils se demandent quand est-ce que l'effet sera fait. Alors, en fait, aujourd'hui, ça a été mis en place pour tout ce qui n'est pas financé. À partir du moment où vous êtes sur la garde d'enfants, il y a une aide spécifique pour votre client. Et donc, comme il a une aide, ce n'est pas encore mis en place. Au départ, pour les finances, quand on a un tiers qui intervient, c'était annoncé sur 2024. Aujourd'hui, ils annoncent plutôt 2025. Donc, ils gardent le crédit d'impôt, mais en fin d'année lors de leur déclaration. Mais ce n'est pas encore mis en place, en tout cas de façon immédiate, sur la garde d'enfants. Moi, je travaille avec des intermédiaires. C'est facile, mais quand je travaille directement avec les parents, ils ne comprennent pas cet avantage-là. Ouais. Et puis, il y a un plafond. On me dit qu'il y a un plafond. Oui, il y a un plafond. On ne peut pas garantir le crédit d'impôt. C'est-à-dire que si la personne, elle utilise, elle fait du jardinage, elle a utilisé le crédit d'impôt pour du jardinage, pour de la garde d'enfants, pour de la garde parce qu'ils ont leur maman à domicile, etc. Et il y a du senior, il y a un moment quand même, il y a un plafond. Je ne l'ai plus en tête, mais oui, c'est plafonné. Cela dit, dans 90% des cas, vous n'atteignez pas le plafond. Mais c'est vrai que quand on est indépendant ou auto-entrepreneur, c'est pas facile d'expliquer. 2, c'est pas forcément facile d'accompagner le client pour s'inscrire.
C'est vrai que quand on fait partie d'une entreprise, nous, on accompagne nos clients sur l'inscription auprès de l'URSSAF, auprès des impôts, pour qu'ils aient ce droit-là. C'est plus compliqué pour vous, je l'entends. Est-ce que c'est visible sur l'avis d'imposition pour les parents justement qui bénéficient de ce crédit d'impôt? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'ils le font, ils le mettent dans leur déclaration. Ils le déclarent. Bon, après, là, je ne suis pas un spécialiste. Si vous venez au stand APEF, on a des personnes qui sont un peu plus spécialisées que moi. Mais en tout cas, toujours est-il que quand ils font leur déclaration d'impôt, ils écrivent le montant et donc pour le soustraire à l'impôt. Merci. Et normalement, ils ont une attestation fiscale en fait à la fin de l'année qui. C'est moi qui ai l'attestation fiscale. Oui, voilà. Donc c'est vous qui leur donnez les montants engagés. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Merci beaucoup pour les explications et aussi pour le témoignage. Alors, moi, j'ai deux questions. Entre la réflexion, la prise de décision et le lancement de l'activité, quelle est la durée moyenne? Et la deuxième question, c'est à partir de quel moment on peut vivre en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'une franchise de son travail? excusez-moi, la première question, c'était la durée. C'était la durée moyenne pour lancer l'activité. Alors, disons que, avec le groupe, nous, on a mis en place un système d'accompagnement où vous avez des développeurs qui vont vous accompagner dans la création de votre projet. À tout moment, vous pouvez vous en retirer. Et je trouve que c'est une expérience qui est intéressante, c'est-à-dire qu'ils vont vous accompagner pour vous expliquer ce que c'est que le service à la personne. Ils vont vous expliquer les différents leviers sur le compte d'exploitation. Vous allez être amené à faire des jours de rencontres avec des franchisés, de faire même des journées d'intégration pour vivre un peu la vie d'un franchisé et d'une agence. Et ça peut prendre, on va dire, pour les plus rapides, ceux qui ont de la disponibilité, ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 6 mois, 9 mois. Il n'y a pas de... En fait, c'est un projet qui se mûrit, qui se mature. Donc il y a des personnes qui sont pressées pour X raisons, parce qu'elles ont quitté leur emploi, qu'elles veulent lancer leur entreprise en étant aux ARE et qui vont accélérer le process. D'autres, au contraire, lancent ce process alors qu'ils sont encore salariés et ça peut prendre 1 an et demi. Il n'y a pas de modèle, c'est vraiment vous. Ça dépend de la C'est vraiment vous. Mais quand vous ferez le tour, si vous cherchez un accompagnement, c'est vrai que nous, on accompagne et ça peut durer, mais en tout cas, toujours est-il, retenez au moins toutes les étapes qui sont importantes. Deuxième question, à partir de quand on en vit, ça dépend de vous. Je dirais qu'en moyenne, au bout d'1 an et demi, 2 ans, les salariés, les franchisés se mettent un salaire. Pourquoi 1 an et demi, 2 ans? Parce que quand on a travaillé notre modèle économique et quand on accompagne le franchisé, on a en tête qu'il se paye via les ARE bien souvent, c'est-à-dire qu'il quitte son emploi et se lance. Donc il ne faut pas que ce soit plus d'1 an et demi, 2 ans, parce que sinon il se retrouve avec une période de latence un peu longue. Mais quand je dis ça dépend de vous, c'est-à-dire que la majorité des agences, je dirais 60 à 70% des agences qu'on a ouvertes depuis 1 an et demi, 2 ans, au bout d'1 an se mettaient du salaire. Mais après, je ne peux pas vous le garantir. C'est votre développement qui fera. On a actuellement sur le stand Marine et Marie. C'est 2 copines et elles ouvrent une franchise. Elles veulent se mettre un salaire, elles sont 2. Forcément, elles se sont mis un challenge d'avoir une activité très forte. Et au bout d'1 an, elles se mettaient un salaire toutes les 2. Mais elles ont cravaché pour ça. C'est vraiment vous qui construisez. Top, merci. En fait, nous, en tant que franchiseurs, on va donner la recette pour que ça marche, pour le business, etc. Mais comme le dit Sébastien, il y a la partie basse du compte d'exploitation où là, du coup, c'est le chef d'entreprise qui va plus assurer son rôle de gestionnaire d'entreprise et qui va faire qu'à la fin, c'est rentable ou pas. Et après, dans votre modèle, en fait, ce qui est intéressant, c'est si on pousse un peu votre question. Vous êtes chef d'entreprise. À quel moment vous vous mettez un salaire? Je dirais même sur votre BP, sur votre plan prévisionnel, ça dépend. Si vous vous prenez un salarié au bout de 6 mois, vous vous mettrez un salaire dans plus longtemps. Si vous choisissez d'entrer sur le marché avec un prix un peu plus bas pour faire du volume et une marge un peu moins forte, mais faire du volume, vous vous mettrez peut-être un salaire un peu plus tard. C'est toute votre stratégie quand vous ferez votre plan de développement que vous positionnerez. Quel niveau de salaire?
à quel moment je recrute, est-ce que je prends un véhicule, est-ce que je me lance dans le jardinage, est-ce que j'achète du matériel, est-ce que j'en ai de tous. Et c'est ça qui fera qu'à la fin, sur les lignes, vous verrez à quel moment vous mettez du salaire. Et si ça n'arrive pas suffisamment vite, vous allez avoir 2 questions. Quelle charge je retire ou qu'est-ce que je fais pour améliorer plus rapidement mon développement? C'est le jeu en fait. C'est comme un jeu. Un jeu pas toujours rigolo, un jeu un peu qui prend les tripes, mais c'est un peu ça. Il faut le prendre comme ça parce que sinon... Est-ce qu'on a une autre question? Non, on a fait le tour. De toute façon, on est sur le stand. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, même si ce n'est pas des questions sur APEF ou sur les bienveillants, sur le service à la personne, sur le principe de la franchise, on s'est retiré notre côté commercial par rapport à notre enseigne pour vous parler d'une façon générale. Ce qu'on a essayé de faire là d'ailleurs. Bon, merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup.